fois, quand j'arrivais la première fois en cellule, j'ai vu une Camerounaise, elle était malade. Samuel Eto'o, son nom seulement m'a sauvée. En plus de faire le ménage, on m'a d'abord mis dans une cuisine. C'est là où je dormais. Ils m'ont torturée. J'ai supplié, je saignais. N'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont baisse. Ils me violent dans la douleur d'abord. Je recommence à saigner. Et ça ne lui dit rien. Il finit, il crache sur moi. Et il finit, s'habille, il part. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Salut ma personne, j'espère que tu vas bien. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour les différents problèmes techniques liés au son. Mais reste bien attentif parce que ça n'altérera en rien la pertinence du message de Tonien. On est ensemble. Le miracle est un processus. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Comme tu auras pu le constater, nouvel épisode, nouveau décor et surtout, nouvel invité. L'invité que nous recevons aujourd'hui a une histoire de vie assez prenante. On parlera d'un sujet très sensible. Donc, il faudra être posé. Cela étant dit, si jamais tu résides du côté de l'Europe, même de l'Afrique, sache que ce 3 mai, du côté de l'hôtel intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, nous aurons notre rendez-vous annuel qui est le 4e, ou du moins la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Pour en savoir plus, tu as juste à contacter nous, ça fait juste en dessous cet écran, ou alors rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Au-delà de ça, j'aimerais préciser une chose, c'est que l'auteur que nous recevons aujourd'hui est auteur d'un livre détonnant intitulé Le Miracle, est un processus paru aux éditions Argent Livre et préfacé par la milliardaire la plus charismatique d'Afrique ou du monde, devrais-je dire, Madame Françoise Fournier. Le livre est disponible dans le premier commentaire de cette vidéo, mais j'aimerais juste que tu prennes le temps d'écouter le message, du moins l'échange que j'aurai avec Tonien et Louise. Je connais, bien que le sujet soit assez sensible, mon invité m'a donné une carte blanche, dont je vais tirer à balles réelles, sans complaisance, mais sans condescendance. Bonjour Tonien. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Super. Je tiens à préciser une chose, c'est que Tonien fait partie de nos auteurs qui ont suivi le programme Plume Déliquée, au cours duquel nous accompagnons les gens à écrire leur livre en vertu de chrono grâce à la méthode FAST. Si comme Tonien Louis, tu souhaites toi aussi concrétiser ce rêve de devenir un auteur qui impacte avec du chrono, tu as une seule chose à faire, rendez-vous dans le premier commentaire. Bon, Tonien, si tu avais été un homme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Si j'avais été un homme. Oui. Maintenant, si là que je suis un homme, si j'avais été un homme, j'aurais souhaité avoir le pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir lorsqu'on est une femme. Non, c'est pas la même chose. Comment ça? Si j'avais été un homme, j'aurais souhaité avoir le pouvoir de décision finale. Je trouve que les femmes n'ont pas le pouvoir de décision finale. Pas comme l'homme. Le pouvoir de décision finale de l'homme est comment? Tu vois pas cette différence de la femme. Après, de par notre nature, celui de la femme, il y a on a les limites. Oui, on a les limites. C'est quoi ces limites? À la maison, par exemple, il y a des décisions que la femme ne peut pas prendre de prime abord. Comme quoi, comme décision? Shopify's point of sale system helps you sell at every stage of your business. Need a fast and secure way to take payments? We've got you covered. How about card readers that you can rely on? Il y a des décisions comme la scolarité des enfants, il y a des décisions comme sortir, il y a des décisions comme investir, il y a des décisions, enfin, il y a beaucoup de décisions que la femme en face de l'homme ne prend pas directement. Il faut qu'elle ait les façons de les faire. Par contre, si j'étais un homme,
J'aurais aimé avoir le pouvoir. Oui, le pouvoir de décider et que c'est ce que je décide là qui reste. D'accord, ok. Oui. Et c'est quoi le moment le plus triste de ta vie? Le moment le plus triste de ma vie, c'est quand j'étais au Liban. Il s'est passé quoi au Liban? Il s'est passé que c'est à ce moment-là que j'ai su que ma liberté n'avait pas de prix. Comment ça? Raconte-nous. Ok. J'étais toute jeune. Oui. J'avais à peine 20 ans. Avec l'ambition de réussir. Avec envie de changer les choses. De prendre la décision. Et je reviens même à ta question. J'avais envie, parce qu'à ce moment, ma maman avait des problèmes financiers. Et je voulais être celle-là qui vient apporter des solutions. S'il n'y a pas l'eau, j'apporte l'eau. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je voyais ma mère peiner pour aller vendre, venir nous nourrir. Moi, je voulais changer les choses. Alors, je voulais voyager. S'il y avait un moyen de voyager, je devais voyager. Je voulais travailler. Alors, je tombe sur cet homme qui me dit que il m'aime. Et je dis, ok, si tu m'aimes, moi, c'est le travail qui me convainc qu'un homme m'aime. Donne-moi le travail. Il me dit, d'accord. Toute naïve, il m'appelle un jour, il dit, viens. Je viens, il me donne un passeport. Avant ça, il m'avait demandé mon acte de naissance, la photocopie de ma carte et tout ça. Je viens, il me présente un passeport. Il me dit, tu vas aller au Liban. J'ai dit, ok. Le Liban, là, moi, je ne connais même pas le Liban. J'entends souvent parler de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre. Mais le Liban, c'était un pays vraiment, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Du moins, je n'étais pas informée. Bon, on paye en dollars. Moi, ça m'a motivée. Il me dit que tu vas aller faire le ménage là-bas. J'ai dit, ok. Je ne voyais pas le ménage. Moi, je voyais les opportunités après le ménage. Donc, je savais que après le ménage, je sors, je regarde un peu partout parce que moi, je suis une femme très battante, très dynamique. Donc, moi, c'est après le ménage que je regardais. Je ne regardais pas le ménage. J'ai dit, ok. Je pars, je demande alors à mon entourage, est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. Est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. J'ai dit le genre de pays ici où personne ne connaît là. Mais comme je suis courageuse, je m'entête. Malheureusement, je n'ai pas dit la vérité à ma famille. J'ai dit que j'allais au Canada. Ma mère, elle était toute contente. J'ai dit, ok. Mon grand frère, par contre, était très sceptique parce que lui, il était informé. Il a dit, là-bas, c'est pas un bon pays. Pas pour toi, la jeune fille. Comme j'avais le soutien de ma mère, tout ce qu'il disait là ne comptait pas. C'est comme ça que je fais mes bagages et je suis en route. Arrivé à Douala, parce que c'est à Douala que je devais prendre le vol, ma mère m'a demandé une autre fois, parce que j'étais déjà au pied du mur, il fallait que je lui dise là où j'allais. Je lui ai dit que j'allais au Liban et elle m'a demandé, tu es sûre? Parce que son ami chez qui on a dormi lui a dit, le Liban n'est pas conseillé, faut pas que ta fille aille là-bas, empêche ta fille. Ma mère m'a dit, si je t'empêche d'aller aujourd'hui, demain, tu ne réussis pas, tu diras que c'est de ma faute. Donc moi, je te laisse, mais je te donne ma bénédiction. Et à l'aéroport, elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui, maman. Après, on s'est dit au revoir. Je suis entrée dans l'avion. Dans l'avion, je rencontre encore un monsieur qui me demande que ma fille, tu pars faire quoi au Liban? Il me donnait les conseils par rapport à la vie au Liban. Mais moi, je partais parce que je suis aussi une bonne aventurière. Je partais parce que je partais chercher la vie. Je partais chercher la solution. Je partais réaliser mes rêves. Oui. Donc, ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris le numéro du monsieur au cas où. Il m'a dit, si jamais ça va mal, parce que je sais que ça ira mal, tu m'appelles, je suis à Dubaï. J'ai dit d'accord, j'ai pris son numéro. Arrivé déjà à l'accueil. 24% of our online revenue could be attributed to Google Ads.
where customers have had some sort of interaction with us. Google allows us to stand out and to engage with customers that way across the whole internet rather than just through search. L'accueil. Ma patronne est venue me récupérer à l'aéroport. J'ai voulu l'embrasser. Elle a été tellement froide. Et là, ça m'a remis en question. Qu'est-ce que je suis au bon endroit? Parce que moi, je suis personne de chaleureuse, accueillante. Et puis, dans notre pays, ici, voilà. Donc, j'ai pas compris pourquoi je vais venir vivre 3 ans chez toi et puis tu parviens pas même à m'embrasser. Donc, ça a commencé à me déranger. Arrivé chez elle, comme j'ai fait les rastas, j'ai pris mon temps pour être belle, pour voyager. Elle me dit, tu vas enlever les rastas là sur la tête. J'ai fait les rastas là, petit comme ça. Ouais. Et elle m'a dit, il faut enlever. Donc, de 21h que je suis arrivée, jusqu'à 3h, j'étais en train de détacher ma tête. Elle m'a fait dormir dans un placard. Là où elle gardait ses assiettes, ses marmites. Les trucs qu'on ne touche pas tous les jours là. C'est là où, oui, direct, c'est là où j'ai dormi. Et il y a une petite toilette, à peine tu peux te tourner dedans. Donc je dormais là. Elle a mis un petit matelas là, je me pliais là pour dormir. Ok, là je réalise que je suis plus à côté de maman, je peux pas me plaindre. Et elle m'a quand même donné l'occasion de parler à ma mère. Et je pouvais pas dire à ma mère que ça ne va plus. Parce que là, direct, j'ai senti que c'est une éternité que je vais passer là. C'est l'enfer. Tu ne pouvais pas dire à ta mère que ça n'allait pas. Tu avais peur de l'inquiéter? Oui, parce que j'étais sûre au début. Elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui. Et donc, je voulais voir avant de dire que vraiment ça ne va plus. Je me réveille le matin. C'est elle qui me réveille. 6h, alors que j'ai dormi à 3h. Elle dit que tu dois déjà apprêter monsieur. Bref, pour la première maison, je me sentais pas à l'aise et ça se voyait déjà ma façon de lui parler, de lui répondre, de la regarder. Je mangeais en dernière position. Donc, ils finissent de manger avant que je mange et je faisais tout dans la maison. Je dormais après eux. Bref, c'était pas comme ça que j'avais imaginé le ménage. Et je lui ai dit que moi, je veux rentrer dans mon pays. Je veux continuer l'école. Parce que là, ça ne va pas. Elle me dit, mais Louisa, je t'ai acheté très cher. Tu dois seulement me rembourser. Comment ça acheter très cher? C'est ça la question. Comment ça m'acheter très cher? Elle me dit, mais oui, à l'époque, $2,000, $2,500, c'est cher. Et puis je regarde dans ma famille, qui peut me donner cette somme-là? C'est plus d'1 million. Non, mais attends. Comment ça a été acheté? C'est ça que je suis en train de demander moi-même. Je me suis posé la question que comment est-ce que tu m'as acheté? Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher, Louisa. C'est là où je vois maintenant que le monsieur de Yaoundé m'a vendu. C'était d'abord le monsieur de Yaoundé, c'était un Camerounais ou un Camerounais Bassa, un papa Bassa. Il m'a vendu sans me dire. Il m'a fait signer les contrats ici. Oui. J'ai même posé les questions par rapport à mon contrat. Il m'a répondu, tout était OK. Et puis je pars là-bas, elle me dit, je lui dis que je veux déjà rentrer. Elle me sort mon contrat. Elle me dit, ça, c'est toi qui as signé? J'ai dit oui. Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher. Tu peux pas partir. Très gentil, très calmement. Attends. J'aimerais qu'on revienne. Donc, tu fais la connaissance du monsieur. Oui. Là, c'est qui dit qu'il t'aime. Oui. Il passe par le fait qu'il t'aime, il veut t'épouser et tout bazar. Oui. Et toi, tu dis, si le bon pour lui qui m'aime, il te trouve du travail. Oui. Du coup, il te trouve du travail au Liban. Oui. Ok. Mais le monsieur, ça faisait combien de temps que tu connaissais? Ça faisait, on causait sur Facebook. À la base. À la base. Je l'ai rencontré sur Facebook. Oui. Et puis, il vient sur Yaoundé. Oui. Et il dit qu'il veut me voir. Je dis, OK. Moi, je n'avais rien à faire à la maison. J'ai dit, allons-y. Je pars, je vois le monsieur. Je vois qu'il est même plus vieux que ce que j'ai vu sur la photo, sur Facebook. Donc là, je suis plus avec lui. Mais poliment, comme il me dit qu'il m'aime et j'avais compris que ce sont les flatteries, j'ai dit que non, moi c'est le travail qui va me convaincre que tu m'aimes. Maintenant que c'est le travail à distance, je lui ai dit que papa, ton amour là, ça attend quand je rentre au Cameroun. Parce que là, je suis plus trop convaincue. Parce que je pars, je sais pas si tu vas rester, comment. Bref, j'ai fait un petit discours de femme, le chantage là, pour passer.
Et il m'a dit que quand tu pars alors, tes 2 mois de salaire, tu m'envoies. Comme tu as refusé de m'épouser là. J'ai dit, ok, pas de problème. Attends. Moi, il dit qu'on va parler sans complaisance, mais sans condescendance. Donc, tu n'es pas prête à te mettre avec un homme. Oui, Et tu es prête à accepter les opportunités, entre guillemets, qui t'offrent. c'est ça le problème. Ce n'est pas malhonnête. Peut-être je vais utiliser le thème là. Je vais accepter que c'est... Et c'était là, j'étais malhonnête et j'étais naïf. À côté de ça, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'arroseur arrosé? Parce que tu avais miroité un peu un truc comme quoi, que j'avais fait le travail, donc peut-être c'est ça qui va permettre qu'on soit ensemble. Et maintenant, je te rends compte qu'en fait, c'est lui qui t'a doublé. Est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé? Est-ce que même si je sortais avec lui, je serais pas... Non, je comprends très bien. Quand vous me posez la question, est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé, même si j'acceptais de sortir avec lui finalement parce qu'il m'a donné le travail, j'avais le visa, tout, mais je devais arriver, toujours constater que c'est pas bon. Peut-être que si tu avais été plus honnête, en te disant, bon, je vais pas mettre avec lui, donc il n'y a pas de raison que j'accepte les promotions qu'il me fait par rapport aux promotions de boulot, peut-être que tu n'aurais pas eu ce problème aussi. Mais non, moi j'étais à la recherche du travail, mais pas à tous les prix. Justement, tu as vendu l'amour pour le travail. En fait, ça veut dire que tu ne voulais pas forcément te mettre avec lui. C'est Bon. comme une femme, ça se voit très souvent, qui m'a dit, lui, je ne peux pas me mettre avec lui, mais s'il m'offre une voiture, je prends. Après, j'avais 20 ans. J'étais très naïve. Et En même temps, à 20 ans, tu es capable de manipuler l'homme. Mais oui. Est-ce qu'on peut parler de naïveté à ce niveau? Oui, on peut parler parce que la sagesse n'était pas à son paroxysme à cet âge-là quand même. J'étais encore en pleine puberté. Moi, je venais même de connaître l'homme. Donc, je croyais que je connaissais tout. À cet âge-là, j'ai le droit à l'erreur. C'est 20 ans. Vous voyez? Je savais d'office que je ne devais pas l'épouser. Donc, moi, je me suis permis de lui dire, c'est le travail d'abord. Et le reste viendra. Et puis, il m'a dit, OK, comme tu ne veux pas m'épouser, je lui ai dit clairement, je vais pas le faire. Comme tu veux pas m'épouser, OK, il n'y a pas de problème. Va donc, mais tu m'envoies 2 mois de tes 2 premiers mois. Genre, je rembourse ce qu'il a dépensé. Et j'ai dit d'accord. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, tu t'es douté qu'il pouvait avoir une histoire de vente. Tu ne t'es même pas renseigné sur la vie au Liban, rien du tout. Je me suis renseignée et vraiment personne ne savait. La seule personne qui m'a dit la vérité, c'est mon grand frère. Et j'ai pas écouté parce que moi, je voulais aller là où on me paye en dollars. Là où on me paye bien et que je sais que c'est facile. J'étais dit que j'étais au-delà du ménage. Moi, je voyais autre chose. Je savais que je devais aller saisir d'autres opportunités. Après le ménage, je vais faire autre chose. Peut-être je vais sortir de la maison, je vais aller trouver ailleurs. Voilà ce que moi je voyais. Donc, je voyais pas le là. Moi, je voyais comment je vais exactement. Donc, je lui ai dit que je vais pas sortir avec toi parce que je ne suis pas sûre. Alors, il m'a dit, pas de problème. Quand tu pars, j'ai déjà payé, il n'y a pas de problème. Quand tu pars, tu me rembourses. Donc, que j'accepte ou que je n'acceptais pas, le mec m'avait déjà vendu. C'est parce que tu voulais le travail. Parce que je voulais le travail. Oui, bon, poursuivons. OK, on t'explique quand t'as vendu. Voilà, OK, la suite. OK. Elle me dit, je t'ai acheté très cher et tu dois me rembourser. Moi, je n'ai pas. Elle me dit, OK, pas de problème. Elle était très gentille quand même. Elle me dit, pas de problème. Tu vas rentrer au bureau. Le bureau là, c'est comme la cellule. Il y a le bureau et puis là où nous on dort, c'est comme la cellule. Donc on allait au bureau, le patron, les Arabes, ils ont une façon agressive de parler. Si tu ne les connais pas, tu vas pas... Oui. Donc il m'a parlé, je l'ai regardé comme ça. En tant que bonne Camerounaise, je lui ai dit, mon frère, calme-toi. Pourquoi tu me grondes? Je suis dans une maison, je ne dors pas. On a dit que mon travail finissait à 20 heures. C'est à 23 heures que les invités arrivent. Il faut que je fasse le café. Je ne dors pas. Et 5 heures, je dois déjà être debout. Moi, je veux plus ça. C'est parce que c'est parce que j'ai signé. Il me dit, on t'a acheté très cher. Il m'a grondé. J'ai dit, ne me grondez pas. Je ne rentre plus dans la maison, là. Il me dit, OK, taille, pas de problème. Il a dit, dans la salle.
Il m'a dit, va rester dans la salle. On me prend, le chauffeur me prend, il m'amène dans la salle. Je vois d'autres Camerounaises là-bas. Les mamans de 40 ans, les jeunes femmes de 35 ans. Bref, j'ai vu d'autres Camerounaises, j'ai vu d'autres filles noires, les Éthiopiennes. La majorité même sont les Éthiopiennes. Et j'ai essayé de poser les questions, de savoir comment ça se passe. Et l'idée de fuir, tout de suite, m'est venue. Mais la maman de 43 ans là, une maman Amina, elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, ma fille, tu peux pas fuir ici. Calme-toi. Quand on t'amène dans une autre maison, tu travailles tes 3 ans et tu rentres. Et au Liban, si vous avez signé un contrat de 2 ans ou de 3 ans, vous partez faire 6 mois dans une maison. Quand vous ressortez là, vous allez recommencer. Ah, donc on reprend à zéro. Vous reprenez le contrat à zéro. Donc, vous pouvez facilement passer votre vie là-bas si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne suivez pas les règles. Si tu permets, avant qu'on aille plus loin, toutes ces femmes qui étaient là-bas, aucune ne savait ce qui les attendait. What is the biggest problem you face as a college student? Being stressed out about all the things that I have to manage and deal with. Definitely time management. For me, like, writing has always been an issue. Like, I journal a lot, and honestly, if someone were to steal my journal, no one would know what I'm saying because it doesn't make any sense. Well, Grammarly is an AI writing partner that helps you improve your writing and get better grades. And now they have an AI detection tool, so you can use AI responsibly. And if you upgrade to the Pro version, they'll give you detailed reports to show you exactly what's typed, AI assisted, or sourced, so you can clearly demonstrate the originality of your work to your professors. So sign up to download Grammarly for free today. Imaginez une boutique prête à vendre, remplie de produits à succès, soigneusement sélectionnés pour vous. Oubliez les formations interminables. Avec Ecom Starter, vous êtes opérationnel en un rien de temps. Pas besoin de savoir coder ou de maîtriser le design, on s'occupe de tout pour vous avec un site magnifiquement conçu qui va se démarquer de la concurrence. Votre boutique est livrée avec 20 produits gagnants en forte demande, déjà préchargés. Et ce n'est pas tout. On vous connecte directement avec des fournisseurs fiables pour une expédition rapide directement chez votre client. Et tout ça pour seulement 17 €. Ça semble trop beau pour être vrai. En fait, comme je suis certifié partenaire Shopify, lorsque vous faites des ventes, aucune ne peut dire ce qui t'attend. Elles avaient aussi été vendues. Toutes, on était toutes les vendues. La phrase est un peu bizarre quand même. Mais oui, on était toutes vendues. Chacune savait laquelle valait 2500 ou 3000 $. Et le gouvernement était au courant de tout ça. Ah là, à cette époque, moi je ne sais pas. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu en sais par rapport à est-ce que le gouvernement au courant? Le gouvernement est très au courant. Maintenant, quand je rentre en arrière, c'est au courant parce qu'ils sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un truc normal chez eux. Ah, okay, une petite fille de 20 ans peut être ta patronne, toi qui as 43 ans. Et puis pour elle, c'est normal qu'elle achète une fille. Oui, c'est très normal chez eux. Donc ils achètent, on achète que les noirs ou alors on peut acheter même les blancs. On achète les Philippines, les femmes de la Philippine. Bon, bref, on peut acheter n'importe qui. Oui. Ok, d'accord. La chose a voulu que bon, je trouve que. Mais c'est le plus, exactement. Je comprends. C'est pas un truc en propre aux Africains. Et donc, ces femmes-là, elles avaient été vendues. Donc, tu disais que la dame t'expliquait que tu ne peux pas. Je ne peux pas fuir, que je me calme. D'ailleurs, mon passeport n'était pas avec moi. On a récupéré direct à l'aéroport. Ah oui, bien sûr, ce que tu as vu vendu. Voilà. Donc, je comprends. Mais l'idée de partir reste dans mon esprit. Je disais que c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vais arriver, puisque quand elle sort, elle t'enferme. Tu n'as pas moyen de sortir. Tu n'as pas moyen de faire autre chose. Tu es venu pour faire le ménage, ce n'est que ça que tu fais. Du coup, même lire, tu peux pas lire. Donc moi, ça m'emprisonnait, je me sentais en prison, je pouvais pas continuer comme ça. Donc l'idée de fuir n'est pas quittée de ma tête. Ce que je faisais, c'est que quand on ouvrait la cellule. Ah, ça s'appelle une cellule? C'est la cellule. Et vous faites quoi dans la cellule? Vous êtes assis, qu'est-ce qui se passe? On est couché, on attend une autre famille t'achète ou te prenne, te choisisse. Ah oui? Oui. On vous donne à manger quand même? Non, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit à la nourriture. Mais si tu restes dans la cellule pendant 2 semaines? Tu restes pendant 2 semaines, tu fais tout pour qu'on te prenne.
Et comment tu fais, quelle est la démarche à suivre pour de vrai? Il n'y a pas de démarche. Tu supplies, quand le gardien vient ouvrir, tu supplies que, pardon, parle au boscon, me trouve la maison, je veux sortir. Wow. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de démarche. Ils savent ce qu'ils font. Et il arrive qu'il y ait des gens qui passent 2 semaines là. Oui, les mois. Sans manger. Mais oui, si tu n'as pas... Pardon? Et ils meurent pas. Quand tu meurs, on t'oublie. Quand tu meurs, on t'oublie, on te rapatrie quand tu es malade. Tu ne sais pas quand tu es malade. Donc on te laisse là, sans manger. On te laisse là, oui. C'est comme une façon de dire, si tu veux manger, travaille. Wow, ok, d'accord. Là, quand j'ai arrivé la première fois en cellule, j'ai vu une Camerounaise, elle était malade. On lui a demandé on l'a laissée en cellule le temps qu'on fasse ses papiers pour qu'elle parte. Ok, d'accord. Ok, donc tu te retrouves en cellule, tu mets combien de temps? Tu mets combien de temps en cellule? Moi, j'ai fait 1 semaine. 1 semaine sans manger? Oui. 1 semaine. Mais il y avait une maman arabe là, qui nous aimait beaucoup. Elle faisait souvent en cachette. Elle vient, elle ouvre. On part avec elle au marché. Et moi, je profitais alors pour observer, pour maîtriser la ville, pour savoir comment est-ce que je passe, comment est-ce que je fais. Donc, je voulais même rester le plus longtemps possible en cellule pour que un jour, étant au marché, je disparais. Ça, c'était mes plans. Mais la maman là était très gentille et elle nous disait toujours que ne me mettez pas dans les problèmes, s'il vous plaît. Quand je sors avec vous, rentrez avec moi. Et je crois que j'ai écouté son conseil. Je suis restée. Après, on est venu me prendre. Je suis allée dans une autre maison. Dans la maison là, c'était le genre de maison que je voulais, dans laquelle je voulais travailler. C'était le luxe, c'était vraiment la grandeur, c'était la maison des grands du pays. Et je me retrouvais là, c'était mon monde là. Il y avait les gars du corps, il y avait d'autres filles qui travaillaient avec moi. Et c'était la vie des stars en fait, dont j'aimais. Et c'est là où j'ai compris que mon pays a beaucoup de richesses. Parce que Samuel Eto'o, son nom seulement, et Roger Mila. Oui. Leur nom m'a sauvé. Comment ça? Quand j'arrive dans la maison, je vois un grand salon. Je commence d'abord à me poser la question que je vais faire comment pour nettoyer la maison aussi toute seule. Après, j'entends la cloche sonner. C'est comme ça qu'elle appelait ses serveuses. On était 24. Ah oui, quand même, donc c'était une grande maison. Non, c'était une grande maison. Oui, c'était pas rien. Et moi, je marche doucement, kounya, pour aller répondre. Je vois tout le monde est en train de courir. Les Éthiopiennes, là, elles sont trop bénies, oui. Puis je marche, j'arrive, elle me présente et elle dit que elles vont me montrer la pièce. Elles vont me montrer la maison, comment est-ce qu'on va travailler, ma chambre, tout ça. J'ai dit, OK, madame. What we found with Google is that we could grow exponentially. Loki is a combination of a lifestyle and a purposeful brand. In a luxury market, it's really tricky. We've managed to 10 times our revenues whilst using the Google product. Très belle femme. Avec le charisme. J'ai adoré. C'est dans cette maison que mon envie de réussir encore plus grandit. Et je me définissais à partir de cette maison. Et puis, 2 jours plus tard, son mari est arrivé. Il avait fait la chirurgie des yeux à l'époque. Et moi, par chance, ma mère est pharmacienne. Maintenant, elle est retraitée. Mais à l'époque, on avait les bases. Il fallait pas ne pas connaître avec la maman. Donc, on avait les petites bases là. Donc, quand il arrive, il appelle et c'est moi qui suis disponible. Je pars, je le vois. Il me dit, "What is your name?" I say, "Louisa." Il dit, "OK, which country?" J'ai dit, "Cameroon." "Cameroon! You know Samuel Eto'o?" I say, "Yes, he's my cousin in the village." Les points, oh, ça m'a donné les points jusqu'à... Il dit, "OK, that is good." I said, "Roger Mila is my neighbor in the village." He said, "Village? What village?" I said, "La campagne." Il dit, "OK, that's good, bravo." "OK, so you're going to give me my drugs? What did you study in school?" Je lui ai mes médicaments, oui. Et puis, il me donne l'occasion de dérouler mon CV.
j'ai l'occasion de me présenter, de lui dire que je suis en faculté de médecine. Je lui dis que j'ai fait l'anglais et le français. Il est impressionné. Il me dit... Mais... Tu es en faculté de médecine? Oui. Et donc tu as laissé la médecine pour aller au Liban? Bon, c'était pas... J'étais à l'époque, j'étais à Guayaquil. Je faisais biochimie. Oui. Mais lui, je lui ai dit que j'ai quitté la faculté de médecine. Okay, parce que j'ai vu qu'il avait fait la chirurgie. Il fallait que je me vende pour quitter, pour me distinguer de la maison. Je lui dis, il me dit, but Samuel Eto'o, how is he? How do you do? I said, no, but he's a very quiet man, very calm man. I can show you his picture. He said, no, I know him. I know him personally. I said, dude, that's good. Et ça fait que maintenant, c'est moi qui étais là quand il s'habillait parce qu'il avait mal au dos aussi. Je faisais plus le ménage. Quand les invités, les stars là venaient, c'est moi qu'on appelait parce que moi j'étais bilingue. Donc, ça m'a donné un avantage fou. Quand il est au travail, c'est avec moi qu'il veut aller. Parce qu'il me présentait, this is Samuel Eto'o's cousin. Et puis, ça me mettait à l'aise. Moi, je croyais que, bon, ça va. Que voilà, les opportunités commencent. Oui, je saluais les grandes personnes, franchement. Quand ils organisaient des soirées, c'est moi qui avais le droit d'entrer dans la salle pour servir. Et ça, je voulais ça. C'est ça que je voulais depuis le début. Mais ça m'a plutôt attiré les ennuis parce que j'étais avec des filles qui n'ont pas fait l'école, qui ne connaissaient même pas allumer la télé, qui ne connaissaient même pas allumer le micro-ondes. Quand tu parles de filles, tu vois les servantes? Les servantes, qui ne connaissaient pas faire tout ça. Et je sais pas l'impression qu'elles ont eue que moi je sache allumer la télé, que je sache manipuler un appareil, que je sais pas, vous voyez. Donc, c'était compliqué, ça a apporté plutôt la jalousie de la part des filles et de la part des garçons les chefs cuisiniers, le chauffeur, ils ont commencé avec le harcèlement. C'est-à-dire sexuel. Les chauffeurs, le cuisinier. Les servants? Oui, de la maison. Et moi, je ne voulais pas. Et le chauffeur a caché mon passeport. D'habitude, avec le patron, tous les jeudis, on partait soit à Dubaï, soit au Koweït. Là où il part, on le suit. Et moi, j'étais toujours avec lui. Donc, comme ils ont vu que j'avais les avantages, ils voulaient profiter. J'ai refusé. Il a caché mon passeport. Je ne pouvais plus partir. Profiter de moi. Oui, parce que je voulais comprendre. Oui, profiter de moi. Oui. J'ai refusé et il a caché mon passeport. Je ne pouvais plus bouger. Je suis restée donc à la maison là seule. Les autres partaient, elles venaient tous les jeudis, elles partent, elles viennent me raconter comment elles étaient à Atlantis Hotel et je suis là, je suis perdue, je perds le goût de la vie même. Je suis là toujours en train de nettoyer le sol et tu peux pas refaire ton passeport? Non, tu peux pas. Comment ça? Tu vas aller dans quel bureau? Qui va te recevoir? Tu le vois quand même. Tu le vois même pas. Vraiment, les moments où je le voyais, c'est quand il vient, c'est vite. Mais vous aviez bien un responsable dans la maison qui vous gérait pour tous. C'est lui là qui a caché mon passeport. Okay, d'accord. Okay. Donc, oui, j'étais obligée. Il m'a dit, Louisa, comme tu ne peux pas, on ne trouve pas ton passeport, tu vas aller rester avec mon père. Je suis allée rester avec son père. Là-bas, il y avait aussi une Éthiopienne qui m'a aussi bien accueillie. Elle m'a montré comment elle travaillait là-bas. Et je gardais son père. Son père avait l'Alzheimer, le diabète. Il était manchot. Shopify's point of sale system helps you sell at every stage of your business. With fast and secure payment, card readers you can rely on, and one place. Donc, c'était pas facile. Il ne se rappelait même plus de rien. Et moi, avec ma bonne humeur, en tant que Camerounaise, je venais toujours danser pour lui, chanter pour lui. Et il y a des fois des petits épisodes de sa vie revenaient. Il parle, tu vois, parfois il parle comme un monsieur qui a été dans les bureaux. Un autre jour, il cherche sa femme. Et je faisais des petits exercices avec lui de massage pour qu'il n'ait pas des escarres. Et parfois,
On allait se balader, oui, les trucs comme ça. Et quand son fils venait, il lui donnait l'argent. En tant que bonne Camerounaise aussi, il fallait que je trouve ma part dedans. Donc, je lui disais que, Habibi, give me small masari. Oui. Là-bas, c'est normal d'appeler tout le monde chéri. C'est un terme normal. Donc, j'appelais le papa, Habibi, give me small masari. Il dit, Yallah. Je prends seulement, je mets dans ma poche. Donc, je gardais l'argent parce que son fils donnait. Et c'était pas facile dans la maison là, parce que les vieux là, ils ne se reposent pas. La femme là, sa femme pouvait se réveiller, verser l'eau sur lui. Juste pour que vous vous réveillez, vous travaillez, vous le nettoyez. Donc, il n'y a pas de repos. Là-bas même, c'était encore pire. J'étais épuisée. J'ai commencé à avoir mal au dos. Ma seule source maintenant, c'était moi-même. Et j'avais une petite Bible que mon grand frère m'avait donnée. Quand je quittais le Cameroun, il m'a dit, voilà tout ce que je te donne. Et c'était ma ressource là-bas. Et donc, comme je ne pouvais que parler à moi-même parce que personne ne va te comprendre, tu ne sors pas, tu es toujours enfermé. Tu n'as pas le droit à regarder la télé, même les séries, tu n'as pas le droit. Tout ce qui était à faire, c'était le ménage ou t'occuper de ce papa-là. Et ça faisait déjà mal au dos. De le porter, de le nettoyer, les odeurs, tout ça, c'était pas facile. J'ai commencé à avoir très, très mal au dos. Et je ne savais pas, tu pars pas à l'église, il n'y a rien. Donc, je me suis concentrée sur moi. Et c'est là où je découvre Dieu. Parce que là, je commence à lui parler. Quand j'ai 2 minutes là, je pars dans les toilettes. Je lui dis, Seigneur, ce que je vis là, pardonne-moi. Je suis venue, j'ai menti, j'ai peut-être été malhonnête. Pardonne-moi, pardon, je veux rentrer. C'était vraiment déjà nécessaire que je rentre parce que je ne dormais plus bien. Mais les choses ne faisaient que s'empirer. Et moi, mon médicament était toujours de parler. Parfois, je prenais l'huile d'olive, je parle sur l'huile d'olive, je bénis l'huile d'olive et je me oigne et ça me guérissait bizarrement. Donc, j'ai découvert à cette période-là, je dis souvent, c'est mon ami fidèle. C'était à lui seul que je m'adressais. C'est-à-dire que il fallait que je me parle. En fait, c'était en moi-même que je me parle pour retrouver un peu de source. Et j'avais mon téléphone, parfois je causais avec mes anciens camarades ou à ma mère. Donc voilà comment je vivais jusqu'à ce que le chauffeur là qui m'a fait le chantage revienne encore. Et finalement, on me dit, on n'a pas toujours trouvé ton passeport, tu dois rentrer encore en cellule. Je rentre encore en cellule. Donc je recommence encore. Oui, j'ai beaucoup d'argent même. Je rentre en cellule. Et j'envoyais aussi à ma mère. Comment tu faisais pour envoyer l'argent? Non, il te donnait l'occasion le dimanche d'aller envoyer ou d'aller appeler. Donc j'avais Et il y a un truc chez eux. Si tu es ménagère chez X, tu seras ménagère chez A, B, C, D, E. Donc, tu ne peux pas aller dans une autre maison. S'il dit qu'on sort, on part chez ma sœur. Là-bas aussi, tu fais le ménage. Tu vas travailler partout. Il n'y a pas de repos. Ce n'est que ça que tu fais. Donc, quand on t'amène en cellule, un peu, tu te reposes quand même. Je suis allée en cellule. J'ai encore passé un peu de temps avec la maman qui nous accueille bien là-bas. Et après, on m'amène encore dans une autre maison. La maison là, c'est avec, je gardais 2 petites filles. En plus de faire le ménage, on m'a d'abord mis dans une cuisine. C'est là où je dormais. Un jour, avec la douleur, j'ai dit que j'ai porté mon matelas. Je suis allée dans leur chambre, la chambre des filles. Elle est venue me voir le matin là. Elle n'a pas parlé. Parce que j'étais déjà, tu es en train de dormir, quelqu'un entre pour prendre le café. Quelqu'un entre pour laver. C'est pas, tu peux pas dormir. Son père a commencé à me faire le chantage, harcèlement aussi. Je n'ai pas supporté. Je ne pouvais, oui, je ne supportais plus. Vraiment, c'était invivable.
Le travail était devenu trop lourd sur moi et je n'avais plus le goût de la vie. Mais je n'avais pas envie de me donner la vie. Non, de me donner la mort. Il y avait même une autre voisine qui s'est donné la mort. Parce que c'est insupportable. Vraiment, c'était pas facile. Elle s'est suicidée. Quand tu te suicides comme ça, on t'oublie. Même ta famille ne va pas savoir ce qui s'est passé. Non, non, non. Parce qu'ils ne connaissent même pas ta famille. Et moi, un jour, j'ai fait dans mes valises parce que c'était devenu insupportable pour moi. J'entendais mon cœur battre, le sang couler dans mes veines. J'entendais le son de mon corps. Je dormais et ce qui sonnait, c'est que le bruit, c'était le son de mon corps. Je ne pouvais plus supporter la vie au Liban. J'ai fait mes valises, j'ai mis à la porte là. J'ai dit que je veux partir. Et l'erreur que je faisais, c'est que comme mon patron était très gentil, je lui ai dit que garde mon argent. Je voulais plus envoyer au Cameroun parce que chaque fois que j'ai envoyé, ça ne restait pas. J'ai donc dit qu'il garde mon argent. Il garde mon argent. Quand je veux donc partir, je dis à madame que je veux mon argent. Elle me dit, there is no money, Louisa. It's my money. J'ai dit, but madame, I worked for it. Il me dit non. Elle me dit non. Elle m'a ramené encore à la cellule. Et là-bas, le temps que chez elle particulièrement, ils ont acheté un chien. Voilà, c'était mon deuxième ami. Parce qu'avec le chien, on l'a acheté tout bébé. Et avec le chien, je pouvais parler, je pouvais jouer, je pouvais m'exprimer et je pouvais et puis je pouvais trouver le moyen de m'échapper. Donc je partais souvent balader le chien pour étudier la ville et le quartier. Je sortais, je dis que je sortais, je regarde où on fait les photos, je fais la photo, je reviens. Parce que je n'avais pas le droit de trop durer dehors aussi. Je regarde où on fait les photocopies. Je fais, je reviens. J'avais volé mon passeport parce qu'elle était un peu négligente. Elle a laissé ça dans le fauteuil arrière de la voiture. Oui, mais le passeport, comment j'avais volé? On donne à la patronne, la nouvelle patronne. Il a caché. Il avait caché. Comment vous avez fait pour retrouver la mort? Quand on te libère, on te libère avec le passeport, on donne au bureau. Et puis ta nouvelle patronne récupère ton passeport. Lui, quand on a voulu te faire sortir de la maison, il a retrouvé ton passeport. Oui, comme la magie. Donc elle est restée avec mon passeport. Elle gardait mon passeport. Parce qu'il faut qu'elle te fasse les papiers. Donc elle a gardé mal. Moi, j'ai récupéré. J'ai pris le temps de chercher. J'ai récupéré mon passeport. Je partais donc faire mes tours en baladant le chien, Mavis. Et c'est comme ça que je fais mes papiers même pour Dubaï. J'appelle le contact de l'avion. Je lui dis que ça ne va pas, moi je veux partir. Il me dit ok, fais tes papiers. J'ai fait mes papiers. Il m'a fait le visa et je devais déjà partir. Donc je me lève le matin. Je dis à madame, je veux, ça suffit pour moi là. Je ne supporte plus. Elle me dit, mais Louisa, I bought you so expensive. Bon, j'étais déjà habituée à la phrase. Je savais déjà que moi, je coûte cher. Donc, je peux pas facilement rembourser. Donc, je lui dis, ok. Elle me donne que j'attende 1 semaine, le temps qu'elle achète une autre fille. J'ai dit, ok. 1 semaine passe, rien. 2 semaines, rien. Je dis, mais attends, madame. J'ai dit que je voulais partir retrouver mon grand frère à Dubaï. Elle me dit que Louisa, tu ne peux pas bouger. Attends, j'ai dit attends. J'étais déjà épuisée, je ne pouvais plus. Si je restais encore, je devais mourir. Ça n'allait plus. J'avais oublié même comment on coupe l'oignon. J'avais oublié même mon nom. Parfois, elle m'avait même demandé, est-ce qu'il y a l'oignon dans ton pays? J'ai dit non. Je ne savais plus. Je ne me reconnaissais plus. Elle m'a dit, j'ai dit, il n'y a pas l'oignon dans mon pays. Elle dit, ok, voici comment on coupe l'oignon. C'est 5 ans après, quand je reviens au Cameroun, que je me rappelle que j'avais dit qu'il n'y a pas l'oignon au Cameroun. Parce que après, quand je suis revenue, j'ai toujours géré mon traumatisme. Donc, je me suis décidée le jour-là, j'ai fait mes valises et allez, elle m'a amenée au bureau. Au bureau, comme j'avais
eu le temps d'acheter les petites choses pour rentrer. Elle a tout pris. Tout l'argent que j'ai épargné, elle a pris. Elle a tout pris. 100 francs même est tombé de mon porte-monnaie, elle a ramassé. Pourquoi? Par méchanceté. Là, je peux même pas expliquer. Et ses enfants m'aimaient beaucoup, donc je crois qu'elle était vraiment vexée. C'est comme ça que on se sépare, vraiment en catastrophe. Et puis, le patron me conseille de rentrer, finir le contrat chez elle, que je n'ai que 6 mois qui restent. Je lui ai dit que chez nous, quand tu soulèves la poussière, tu ne peux plus rentrer en arrière. Donc, je peux plus rentrer dans la maison là. Il dit d'accord, va alors rester chez sa belle-mère. J'ai dit ok, pas de souci. Je pars, je reste chez sa belle-mère, donc la mère de mon patron. Elle avait ouvert une boutique, un salon de beauté. Et le matin, elle vient m'appelle que j'aille nettoyer son salon de beauté. Elle avait 3 grands placards de vernis. Il fallait enlever un vernis après l'autre, nettoyer, déposer et remettre tout. Tous les 3 grands placards là. Ok, moi je n'ai pas de problème, je nettoie. Après, elle vient me dire que donne-moi ton téléphone. C'est verrouillé, je n'ai pas de problème, je donne. Après, elle me dit donne-moi le mot de passe. Elle dit mais attends madame, je peux pas. Je peux pas, pourquoi? Parce que son mari me disait qu'il veut une femme au Cameroun. Donc moi, j'étais en train de négocier. Oui, si elle voyait les trucs comme ça, elle devait me tuer. Parce que les femmes ont les problèmes avec les filles noires. Ici, c'est que les maris veulent toujours sortir avec elles. Donc elle fait facilement le plan de te tuer, de t'assassiner comme ça. Oui, elle peut t'envoyer nettoyer le rooftop. Et puis tu pars là-bas, on t'agresse, on te finit comme ça, c'est fini pour toi. Parce que tu sors avec son mari. Donc, moi je lui ai dit je ne peux pas. Parce que je cherchais ma copine pour son mari. Et parfois, quand on était seul à la maison, il y avait une fille avec qui je travaillais du Kenya. Elle essayait souvent ses habits. On faisait les photos. Puisqu'on n'avait pas le droit de porter les beaux habits. Donc, on essayait souvent ses habits. Et quand on fait les photos, si elle tombait sur ça, très grave. Et j'ai dit, madame, je ne peux pas vous donner mon téléphone. C'est privé, j'ai acheté avec mon argent. Elle dit, non, c'est son argent. C'est comme ça qu'elle dit, et si je ne donne pas, elle va casser ma puce. Je l'ai regardée, j'ai dit, madame, c'est mon téléphone. Elle m'a dit, j'ai dit, si tu ne me donnes pas, je casse ta puce. Et elle casse la puce. Mais j'étais en colère. Parce que pour moi, c'était pas la puce qu'elle cassait. Elle me séparait de ma mère. Elle me séparait de ce qui me faisait rire le soir. Parce que je passais mes nuits à pleurer à la cuisine. J'étais seule. Quand elle me voit pleurer, elle traverse. Elle ne me demande même pas ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est ça elle cassait en fait. Je l'ai pris par les mains. J'ai tapé sur la femme là. Comme une bonne basse. Comme une bonne basse. J'ai même oublié qu'elle n'était pas dans mon pays. Sa sœur est venue, j'ai arraché les cheveux. J'étais fâchée. Et puis on est venu nous séparer. L'erreur. Elle m'a dit d'accord. On nous a séparés et puis je suis allée à la maison, chez sa belle-mère. Je suis assise là. Mon cœur n'est pas tranquille. Je vois elle vient avec la police. Et les bâtons des arbres. Elle me dit, Louisa, you touched my hair, I will show you. I will teach you a lesson. Que comme tu as touché mes cheveux là, je vais te montrer. Les gars, les policiers là ont pris les bâtons. Ils m'ont enfoncé ça. Ils m'ont traité. Ils m'ont tapé. Ils m'ont torturé. J'ai supplié, je saignais, n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont déchiré. J'étais là, je baignais dans le sang et ça ne lui disait rien. C'est le chauffeur, le mari de la maman qui m'aimait beaucoup en cellule là, qui supplie que pardon, vous allez la tuer. Et puis, ils m'ont ramené au bureau.
Le monsieur là m'a regardé. Quel monsieur? Le patron de l'agence. Il m'a regardé. Il a dit qu'on m'amène au bureau, en cellule. Là, c'était maintenant la cellule de l'immeuble. Ils m'ont plus ramené dans l'autre cellule. Dans le sang. Je n'ai même pas eu droit aux soins. J'étais dans le sang. Comme ça, avec les larmes. J'avais tellement pleuré que je ne savais même plus, ce n'est même plus la larme qui sortait, c'est mon âme qui était en train de sortir. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Je suis seulement allée me coucher comme ça. J'ai fait 3 jours couchée là, sans manger, sans boire, sans parler. J'ai vu d'autres filles là, je connaissais déjà leurs problèmes, ça ne m'intéressait pas. J'étais couchée là comme ça là, dans mon sang. Mais non. Je peux pas t'expliquer. Pour elle, c'est comme si elle se vengeait. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment mal séparé. Donc, je me suis levée 3 jours après, en priant toujours. Je disais à Dieu que je ne sais pas là où tu es, mais là où je suis, si là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là. Je me suis levée, comme j'étais peut-être au 17e, j'ai regardé par la fenêtre, petite lumière là, histoire de récupérer un peu. J'ai vu une autre fille en face qui travaillait, très dévouée. Et je me demandais pourquoi est-ce que elle est autant dévouée à faire ce travail et moi pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à gérer ça comme elle? Je ne concevais pas que je sois une esclave parce que je sortais de la liberté. Donc, je suis restée là. J'ai essayé de me laver, enlever les peaux de mon corps. Et ça n'a pas fait quelques heures, on m'a encore appelé que j'aille travailler dans une autre maison, malgré cet état. Et je n'ai pas voulu discuter. Je suis entrée dans la voiture. La femme là était toute couverte. Les yeux seulement se voyaient. Donc, j'arrivais pas à voir qui c'est. Mais j'avais trop l'impression que c'est mon ancienne patronne. C'est celle avec qui oui. J'avais trop ce sentiment-là, mais je ne pouvais pas. Et elle ne parlait pas. Donc, on a roulé 1 heure de temps. Ça m'inquiétait, mais je ne pouvais pas parler. J'étais même pas bien. Dès qu'on entre dans la maison, à peine on entre, elle m'amène dans le placard. La chance, le placard est plus grand. J'entre dans le placard et normalement, on te présente à la maison, on te présente aux personnes de la maison, mais moi, rien. Je suis inquiète, mais je ne me pose pas de questions. J'ai dormi, ils m'ont laissé dormir. Et puis, le matin, elle vient, elle pousse un plat, elle ouvre petit comme ça là, comme si j'étais en prison. Elle pousse le plat de pain avec le lapné. Le lapné, c'est le fromage libanais. J'ai mangé, j'avais faim. Je n'avais pas mangé depuis, j'ai mangé. Et puis, dans la journée, un papa entre dans mon placard. C'était vraiment un placard ou c'était une chambre? C'était un placard, oui, c'était un placard. Là, ils aménagent ça de manière à ce que tu peux te coucher là-dedans aussi. Et il entre, il me regarde. Il enlève le pantalon. Il me dit, enlève le pantalon. Je le regarde. Je veux m'échapper. On parle de papa libanais. Un papa libanais de la 50aine. Je veux m'échapper. Je suis dans les 4 murs. Je peux pas. La fenêtre est là, fermée. Et je n'ai pas la force. Et il me viole. Since ramping up our use of Google Ads, we've been able to grow new customer revenue by 320%. Je pleure. Parce que il me viole dans la douleur d'abord. Je recommence à saigner. Et ça ne lui dit rien. Il finit, il crache sur moi. Et il finit, s'habille, il part. Attends, pendant l'acte, il est protégé ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Il sort. Un autre entre. Le même jour? Le même jour.
presque la même heure, un autre entre. Il fait la même chose. Il me viole. Il finit, il part. Et là, tu te laisses aller parce que j'ai fatigué. Je suis fatiguée et puis je peux pas. Non seulement je veux pas me suicider parce que j'étais en contact vraiment avec Dieu. Et j'avais toujours un petit truc là qui me disait que tu vas t'en sortir. Même comme ça allait de mal en pire, mais je disais toujours que ça va aller. Il me viole. Le troisième entre, un jeune, il me viole. Le même jour, la même heure, ça n'a pas duré. Et je suis là, je pleure, je tape à la porte, pardon. Je supplie la femme là que tu es une femme comme moi, pardon. C'est pas facile, pardon. Et elle ne répond pas. Elle me laisse là. Le lendemain, c'est la même chose. Je supplie. Je suppliais pour boire l'eau. Je suppliais pour manger. Qu'elle me laisse aller respirer. Elle ne voulait pas. Après, il faisait ça tous les jours. Tous les jours. Les 3, tous les jours. Je ne pouvais pas fuir. Je n'avais pas envie de me suicider. Tous les jours. Ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs personnes qui passaient tous les jours. Les 3. Les mêmes 3, tous les jours. Et un jour, j'en avais marre. Peut-être après 1 semaine ou 2 semaines. J'ai dit que je vais tout faire pour fuir. Non. Vous êtes les 3 qui passaient tous les jours sans se protéger. Sans se protéger. Et j'ai dit, je vais tout faire pour fuir. Et un jour, j'ai pris le temps d'écouter maintenant aux portes pour savoir où est la cuisine, où est-ce qu'il dort. Et elle donne à manger? Pas du tout. Quand elle veut, je suppliais. Je suppliais. Les jours que j'étais fatiguée, je ne me lavais même pas. Parce que j'étais épuisée, je ne pleurais plus. C'est-à-dire que j'étais vide. Je ne pleurais plus. J'ai donc décidé que je vais fuir, je vais trouver un moyen. Le jour qu'elle va venir ouvrir la porte, je vais la bousculer, je vais partir. Mais il fallait que je sache comment ça se passe. Où est-ce qu'on ouvre la porte? J'ai essayé d'écouter aux portes, j'ai essayé d'écouter. J'ai pris le temps, j'ai écouté. Et quand j'ai su que j'ai une idée, parce qu'ils avaient aussi des horaires où ils entrent, ils sortent. Quand le papa là est là, j'entendais sa voix. Quand le jeune là était là, il y avait particulièrement celui de 40 ans, il était dans la quarantaine, qui était toujours là à la maison, donc lui, il était toujours avec moi, il me violait toujours. Il pouvait passer même 3 fois la journée, il était toujours là. Et j'étais épuisée. J'étais épuisée, mon Dieu. Qu'il fallait que j'obéisse malgré moi. Le jour qu'elle est venue ouvrir la porte, je l'ai bousculée. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'avais pas l'énergie. Et elle m'a repris, elle m'a renvoyé dans le placard. Et le soir, on m'a bien puni. C'est-à-dire que le papa là est venu me gronder. Il est venu me gronder. Il est venu même avec le chien. Il m'a forcé. Il a envoyé le chien sur moi. Son fils, je sais pas si c'était son fils, ils sont venus les 3.